Comme nous l'avons vu, le cycle naturel de l'azote s'avère être relativement fermé et se caractérise par un approvisionnement en azote réactif assuré par la seule fixation de l'azote atmosphérique grâce aux micro-organismes azotrophes. De cette rareté structurante en azote réactif, nous sommes passés, au cours du XXe siècle, à une introduction excessive de nouvelles sources d'azote réactif qui s'avèrent aujourd'hui néfastes pour la santé de notre planète. Le concept de limite planétaire apparaît pour la première fois dans les travaux de Rangström et ses collaborateurs en 2009 et a été affiné par plusieurs études scientifiques. Ces limites planétaires correspondent aux seuils au-delà desquels les équilibres naturels terrestres pourraient être déstabilisés et les conditions de vie devenir défavorables à l'humanité. On remarque que plusieurs de ces limites ont d'ores et déjà été franchies, et notamment celles concernant les perturbations des cycles biogéochimiques de l'azote. Cette limite apparaît à la verticale sur la partie basse de chacun des trois graphiques qui vous sont présentés. En effet, on estime que la quantité de nouvel azote réactif introduit annuellement par les activités humaines dans la biosphère à l'échelle du globe dépasse celle apportée par l'ensemble des processus de fixation biologique. Autrement dit, les humains ont plus que doublé la quantité d'azote réactif qui circule à l'échelle de notre planète. Cet emballement est particulièrement intense dans certaines régions, notamment en Europe, où la vitesse de circulation de l'azote a été multipliée par 4 et où les problèmes environnementaux associés sont particulièrement aigus et sévères. Alors comment sommes-nous arrivés là et quelles sont ces activités humaines qui introduisent massivement de l'azote réactif? C'est en premier lieu une découverte majeure dans le secteur de l'agrochimie. Une découverte qui va permettre de puiser dans le stock inépuisable d'azote atmosphérique inerte et injecter de l'azote réactif dans la biosphère. En 1908, Fritz Haber atteint les objectifs que les chimistes recherchaient depuis longtemps, fixer l'azote inerte de l'air. En utilisant une pression élevée et un catalyseur, Haber a pu faire réagir directement l'azote gazeux et l'hydrogène gazeux pour créer de l'ammoniac. Son procédé a rapidement été mis à l'échelle par Carl Bosch, chimiste et ingénieur de BASF, et est devenu connu sous le nom de procédé Haber-Bosch. La première utilisation de cette découverte fut de servir l'Allemagne à l'aube de la Première Guerre mondiale. En effet, la production industrielle d'explosifs, TNT, nitroglycérine, s'appuie sur des précurseurs comme l'acide nitrique, HNO3, dérivé de cette synthèse ammoniacale. Le procédé Haber-Bosch reste considéré par beaucoup comme l'une des avancées technologiques les plus importantes du XXe siècle. En effet, cette découverte a permis la production en masse d'engrais agricoles et a entraîné une augmentation massive de la croissance des cultures destinées à la consommation humaine et animale. Dans un article publié dans la revue Nature en 1999, dont le titre évocateur « Detonator of Population Explosion » souligne la dualité des conséquences liées à la découverte du procédé Haber-Bosch, l'auteur explique que sans une telle découverte, la population mondiale n'aurait jamais atteint 6 milliards d'habitants en l'an 2000, car des famines, induites par une production agricole limitée, auraient probablement contraint la population mondiale autour de 4 milliards d'habitants. Certains scientifiques parlent d'une véritable révolution biogéochimique. Car en effet, si la productivité agricole augmente considérablement grâce à une hausse sans précédent du rendement des cultures, elle s'accompagne aussi d'une redéfinition profonde de l'agriculture. Cette dernière, en s'appuyant sur l'industrie chimique lourde, n'a plus besoin de maintenir une circulation fermée de l'azote, notamment de maintenir cette synergie entre les cultures et l'élevage, assurant un retour de ces éléments nutritifs à la terre via la réutilisation des lisiers et des fumiers par épandage sur les champs. On parle de l'ouverture du cycle de l'azote. Voici une représentation schématique où les différents réservoirs d'azote sont représentés par des cercles et sont reliés entre eux par des processus, ici encadrés en pointillés blancs, processus qui se déroulent aux interfaces entre le sol, le système racinaire et l'atmosphère. Les apports d'azote réactifs sont quant à eux indiqués par des encadrés gris et les pertes par des encadrés bleus. On retrouve la boucle de circulation naturelle de l'azote introduite par la fixation biologique des bactéries azotrophes et permettant la croissance autotrophe de la plante cultivée. Après récolte, les résidus de plantes, complétés par d'éventuelles déjections animales, constituent le stock de matière organique du sol. Ce stock va lentement se décomposer et produire par minéralisation bactérienne, par ammonification hétérotrophe, de l'ammonium, qui sera peu mobile car
chargé positivement est retenu au niveau des minéraux du sol. Ce dernier est ensuite rapidement nitrifié en nitrate, très soluble et mobile dans l'eau, alimentant de possibles pertes par entraînement suite à l'infiltration des précipitations dans les sols. On parle de lixiviation ou de lessivage. Le dépôt atmosphérique sous forme sèche, c'est-à-dire adsorbé sur des aérosols atmosphériques, ou bien sous forme humide, apporté avec les précipitations, supplée marginalement au réservoir d'azote minéral des sols, environ 12 kg d'azote par hectare et par an. Mais c'est sans commune mesure avec les quantités d'engrais de synthèse appliquées sur les terres agricoles qui peuvent atteindre plus de 150 kg d'azote par hectare et par an. Une forte pluie peut alors suffire à entraîner hors du sol par lixiviation des nitrates une large proportion de l'azote non utilisé pour les besoins de la croissance des cultures. Par ailleurs, les processus de nitrification et de dénitrification dans les sols vont également répondre à cette abondance d'azote minéral, produisant des intermédiaires sous forme d'émissions gazeuses, d'oxyde d'azote, NO, ou encore de N2O. Parmi ces émissions agricoles, arrêtons-nous un instant sur l'oxyde nitreux, N2O, également appelé protoxyde d'azote. Il est le principal gaz à effet de serre produit par l'agriculture à l'échelle mondiale et fait l'objet d'une attention particulière car son pouvoir de réchauffement global est presque 300 fois plus puissant que celui du dioxyde de carbone. L'évolution des émissions mondiales d'oxyde nitreux montre une augmentation de 40% au cours des 40 dernières années. En examinant les derniers bilans du GIEC, on constate que les émissions directes au niveau des sols agricoles, et celles se produisant ensuite dans les zones humides où se retrouvent les nitrates issus de l'agriculture, représentent actuellement la plus grande source anthropique d'oxyde nitreux. En effet, les émissions d'oxyde nitreux par les sols agricoles apparaissent lorsque des conditions optimales d'oxygénation pour la nitrification ou d'anaérobiose pour la dénitrification ne sont pas rassemblées. Dans un contexte d'utilisation accrue d'engrais azotés et d'effluents d'élevage, le réchauffement climatique tend à augmenter les émissions d'oxyde nitreux par les sols. Tout comme les oxydes nitreux, le monoxyde d'azote et le diazote sont également produits dans des quantités non négligeables par l'utilisation humaine des procédés de combustion à haute température, dans les moteurs à explosion ou pour la production électrique à partir de centrales thermiques. Les émissions anthropiques de NOx à la surface du globe reflètent ainsi l'importance du trafic routier et maritime, des échanges commerciaux, ainsi que des niveaux de développement résidentiel et industriel des différentes régions du monde. Concernant les rejets d'eau usée, bien qu'en prise directe avec l'agriculture, la consommation humaine d'azote alimentaire n'introduit pas directement de nouvelles sources d'azote réactif. Néanmoins, les pratiques et les conditions sanitaires accompagnant actuellement cette consommation contribuent dans une large mesure à l'ouverture du cycle de l'azote, notamment en court-circuitant les possibilités de retour à la terre des quantités d'azote consommées dans notre alimentation quotidienne. On estime qu'en Europe, chaque personne ingère en moyenne 5 kg d'azote par an. Chez l'adulte, la quasi-totalité de cet azote se retrouve excrétée à hauteur de 90%, principalement dans les urines. Les systèmes de collecte et d'assainissement mis en place avec les premiers mouvements hygiénistes européens récupèrent et concentrent ces émissions riches en azote. Une partie minime, jusqu'à 25% de la charge azotée entrante, trouve une valorisation agricole sous forme de boue d'épandage. Mais le reste est rejeté vers le milieu aquatique après d'éventuels traitements successifs, notamment pour ce qui concerne l'azote, de nitrification et de dénitrification. Ces derniers traitements visent à réémettre une partie de l'azote nitrique traité sous forme de diazote inerte, mais là encore, des émissions subsistent liées à des conditions suboptimales d'oxygénation durant les traitements de nitrification et de dénitrification. Lorsque nous surimposons au cycle naturellement fermé de l'azote sur Terre l'ensemble des activités humaines qui introduisent des sources nouvelles d'azote réactif, qui accélèrent sa circulation dans la biosphère et augmentent les pertes environnementales vers les différents compartiments atmosphériques, terrestres et aquatiques, nous décrivons une ouverture dramatique des cycles de l'azote sous toutes ses formes et tout au long du continuum terre-mer. Le terme de cascade de l'azote désigne le cheminement d'un atome d'azote introduit sous forme d'azote réactif à travers les différents compartiments de la pédosphère, de la biosphère et de l'atmosphère avant de retourner vers le réservoir de diazote atmosphérique. À la source de cette cascade, on retrouve la production industrielle d'azote réactif sous forme d'engrais et son utilisation comme fertilisant des sols agricoles.
Initialement destiné à produire des protéines végétales ou animales pour l'alimentation humaine, cet azote extrêmement mobile va induire une cascade d'impacts néfastes. Ceci concerne la pollution des eaux superficielles et des aquifères, la production de gaz à effet de serre, la pollution atmosphérique et les infections respiratoires, ou encore l'eutrophisation des zones côtières. Au cours du XXe siècle, les progrès de l'industrie chimique, la fabrication d'engrais azotés synthétiques et l'augmentation du trafic automobile ont introduit plus d'azote réactif que l'ensemble des processus naturels de fixation biologique. L'utilisation d'engrais azotés a permis de soutenir la croissance démographique à l'échelle mondiale. Cependant, elle a profondément modifié les pratiques agricoles et les possibilités de maintenir un cycle étroitement fermé de l'azote. Elle a aussi contribué à prévenir le retour à la terre de l'azote prélevé et consommé par l'élevage, avec une spécialisation forte des activités agricoles dans certaines régions, mais également prélevé et consommé par l'homme avec la mise en place des premiers réseaux de collecte et d'assainissement. Le cycle contemporain de l'azote est ainsi marqué par une ouverture progressive, par une surabondance néfaste d'azote réactif, entraînant une augmentation radicale des pertes d'azote transférées en cascade dans les milieux naturels.